Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la matinale. La matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va découvrir un family office un petit peu spécial qui a décidé de s'intéresser non seulement aux entrepreneurs français, mais également aux entrepreneurs français qui sont à l'étranger, en particulier aux États-Unis, et donc qui va se déployer là-bas à New York. On regardera également du côté des forêts. Est-ce que c'est un investissement rentable en 2025 et même sur les 20 dernières années? Réponse dans quelques instants. La matinale, c'est parti. Et tout de suite, dans la matinale, on s'intéresse au Family Office qui traverse l'Atlantique, Ivesta, avec son cofondateur Rémi Duché. Bonjour. Bonjour Fabrice. On décrit ce que fait Ivesta et surtout sur quoi vous l'avez fondé il y a presque 10 ans maintenant. Ivesta a été créé par un pool d'entrepreneurs il y a bientôt 10 ans pour leur permettre en fait de s'offrir des services mutualisés d'un single family office. En fait, il y a une évolution qu'on avait anticipée qui était que les entrepreneurs vendaient plus tôt et plus cher leurs entreprises Oui. et se retrouvaient dans une position de dilemme entre continuer à bosser dans la boîte et ne faire que ça, généralement leur meilleur levier de création de valeur, et gérer leur patrimoine. Fini un peu la période où on vendait son entreprise le jour de sa retraite et on gérait son patrimoine comme activité principale. Et donc, ce qu'on avait identifié, c'est qu'il y avait un besoin en fait, pour ces jeunes générations d'entrepreneurs, que nous on appelle first gen entrepreneurs, un besoin de service large et en fait un syndicat, ce qu'on a créé en fait, c'est un syndicat d'entrepreneurs réunis qui ont voulu créer une offre qui n'existait pas à l'époque, il y a 10 ans, qui était en fait un family office dédié à cette génération d'entrepreneurs. Voilà, la proposition de valeur, c'était effectivement, vous n'avez pas forcément le temps de vous occuper de votre patrimoine privé, vous avez déjà la boîte finalement à développer et à faire fleurir. En revanche, nous, on connaît parfaitement ces problématiques puisque voilà, c'est un pool finalement d'entrepreneurs qui ont les mêmes préoccupations. Exactement, et il y avait 3 prérequis pour que ça fonctionne, pour créer ce sparring partner ou pour permettre à ces entrepreneurs de n'être que chairman de leur patrimoine, parce qu'ils sont souvent DG de leur boîte, donc ils ne peuvent pas être aux 2 étages. Le premier sujet, c'était d'avoir créé un modèle d'alignement le plus abouti possible. Je dis cela parce que quand on est entrepreneur et qu'on est au four et au moulin, on a envie d'opérer une décharge mentale. Et la décharge mentale ne fonctionne que sous ces angles-là, c'est-à-dire de confiance et d'alignement d'intérêt. Et l'alignement d'intérêt, il passe aussi et surtout par le modèle de compensation, le modèle de rémunération. Effectivement, alors vous avez choisi quelque chose d'un peu différent. Souvent, c'est vrai, dans les métiers de la finance, de la gestion de patrimoine, on se rémunère avec les rétrocessions, des produits qu'on peut placer. Là, vous avez choisi quelque chose de très différent, un peu comme un avocat, un notaire, c'est-à-dire sous forme d'honoraires. Exactement. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser qu'en France, dans un pays latin, on a du mal à se faire payer des factures d'honoraires. C'est peut-être vrai. En tout cas, nous, notre pari, c'était que sur les entrepreneurs qui ont l'habitude en fait, d'avoir recours à des prestataires intellectuels, de services intellectuels comme les banques d'affaires, les cabinets de conseillers en stratégie, à l'occasion d'opérations financières qu'ils ont l'habitude de faire. Nous, notre pari, c'était que c'était possible. Et donc, le modèle d'Ivesta, c'est un modèle qui est 100% assis sur des honoraires et non pas sur des rétrocessions. Et c'est vrai que ça crée un confort décisionnel important parce qu'on peut passer autant de temps sur des sujets de structuration que sur des sujets d'investissement. On n'est pas biaisé par aucune classe d'actifs et par une vitesse de déploiement plus ou moins forte qui du coup créerait plus de rentabilité. Et c'est vrai que quand l'entrepreneur vend son entreprise, le vrai sujet, c'est un vrai sujet d'allocation, un sujet de structuration de cette nouvelle entreprise qui est son patrimoine, et pas tant de savoir dans quoi on investit, en tout cas pas dans un temps 1. Donc le premier sujet, c'était l'alignement d'intérêt. Le deuxième sujet, c'était la largeur, la palette de services, la plus large possible, pour pouvoir en fait atteler toute l'équipe de foot en fait, qu'on a à gérer quand on a un peu de sous, que ce soit des civilistes, des comptables, des avocats fiscalistes, des juristes, des banquiers. Et le fait d'avoir une palette large et d'offrir en fait une expertise de la transversalité, non pas juste une coordination d'experts, c'est important. D'accord. Vous avez décidé, Rémi Duché, avec les cofondateurs et même une partie de l'ensemble du capital, de vous déployer aux États-Unis. Alors, pas pour adresser le marché américain qui a ses complexités, mais pour adresser une clientèle bien spécifique. C'est les Français qui sont des créateurs de sociétés
à l'étranger, notamment là vous vous installez à New York. Pourquoi avoir choisi cette destination Alors, il y avait un constat, c'est que nous, on accompagne aujourd'hui Ivesta, c'est 100 entrepreneurs, c'est 6 milliards, on est 50 chez Ivesta. On a eu l'occasion de discuter avec des entrepreneurs installés en France qui nous avaient contactés et qui souhaitaient avoir recours à un service de multifamily office qu'ils n'avaient pas trouvé aux États-Unis. Oui. Alors évidemment, le marché est très développé de la gestion de fortune aux États-Unis. Ça ne nous a pas échappé, à quiconque. C'est très concurrentiel. C'est très concurrentiel et il y a une vélocité phénoménale, notamment dans la consolidation. S'agissant du segment des Européens qui réussissent aux États-Unis, que ce soit les Français ou les autres nationalités, l'offre est quasiment absente. Et donc, nous, on a voulu s'installer là-bas pour finalement prolonger et suivre la création de valeur des Français qui entreprennent en dehors des frontières européennes. Et en tout cas, quand ils entreprennent en dehors de l'Europe, c'est vraiment aux États-Unis qu'ils atterrissent. Et il y a, que ce soit dans la tech ou dans des autres segments, la tech, c'est probablement le segment qui est le plus documenté sur la création aux États-Unis par les Français. Il y a quasiment autant de licornes créées par des Français aux États-Unis que de licornes en France tout court. C'est vrai. Ouais, c'est assez impressionnant. Souvent, d'ailleurs, on voit les boards qui se transfèrent pour aller travailler directement là-bas. Je pense que c'est quelque chose que vous allez faire également, personnellement. Oui, alors moi on a décidé chez Ivesta de jouer le pari des États-Unis jusqu'au bout et donc on y détache un des cofondateurs. En l'occurrence, c'est moi qui vais y aller dans quelques mois. Et donc les États-Unis, c'est un pari qui est audacieux, mais c'est un pari relativement pragmatique dans la mesure où il n'y avait pas d'offre pour les entrepreneurs français aux États-Unis, à la fois à cause de la complexité qui est celle d'être cross-border, c'est-à-dire d'avoir les pieds des deux côtés de l'Atlantique, et à la fois les Américains sont très pragmatiques, c'est un petit segment. Donc quand votre marché est très dense et qu'il y a ce qu'il faut avec les Américains, il n'y a point besoin d'aller chercher de la complexité sur un marché plus petit. Ben voilà, donc le bilan, vous allez vous déployer, vous donnez combien de temps pour réussir cette expérience aux États-Unis? C'est un pari audacieux. En fait, le marché est là, on constate qu'il n'y a pas d'offre et qu'il y a un besoin. Quand on a plusieurs dizaines de millions d'euros, on a besoin d'être accompagné, surtout quand on est encore opérationnel. C'est un constat évident. En revanche, le temps de ramp-up, ça c'est quelque chose qu'on a documenté qui est plus incertain et on s'est donné entre 3 et 5 ans pour réussir ce pari, sachant qu'on connaît déjà les gens avec qui on a envie d'échanger et avec qui on échange déjà depuis quelques temps. La prochaine interview peut-être en direct de New York, alors avec vous, Rémi Douchet ou en duplex. Merci en tout Fabrice. cas d'être venu, cofondateur d'Ivesta, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Dans la matinale, on s'intéresse au placement dans la forêt avec un expert. Notre invité, c'est Philippe Chevrier. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le président d'Epicure AM et avec vous, on va voir si effectivement investir dans la forêt est un investissement rentable. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Epicure AM? Oui, bien sûr. Écoutez, Epicure AM est j'ose le dire, est une petite société de gestion qui a pour unique but de gérer les GFI. Oui. Voilà, et c'est une société qui a été créée il y a 4 ans, pas par moi ni par mes associés, mais nous avons racheté il y a maintenant 1 an. On a fêté l'anniversaire de ce rachat il y a quelques jours. Voilà, GFI pour Groupement forestier d'investissement. Absolument. Et c'est vrai que vous êtes une poignée à faire ça en France et avoir l'agrément AMF. Absolument. Je crois qu'il y a 700 sociétés de gestion qui existent en France. Sur ces 700 sociétés de gestion, il y en a en tout et pour tout 9 qui ont cette possibilité de gérer des GFI, des groupements forestiers d'investissement, comme on vient de dire. Et sur ces 7 sociétés de gestion, il n'y en a que 2 qui sont uniquement orientées sur ce secteur. Oui, alors justement, les avantages du GFI, de ce groupement forestier d'investissement, c'est comme un autre fonds, hein, on met de l'argent en commun pour investir, mais sur un actif qui est un petit peu différent, puisque ce sont des forêts, et des forêts de France en général. Absolument. Les GFI ont été créés pour avoir une base juridique solide pour les investisseurs qui souhaiteraient investir en forêt. Jusqu'à il y a 4-5 ans, il n'y avait uniquement que les groupements fonciers. Oui. Et l'AMF a longuement travaillé sur le sujet et a créé les GFI
en regardant de très près ce qui se passait sur les SCPI. Et c'est à peu près le même modèle, avec les mêmes obligations pour le bien de l'investisseur. Voilà, ça offre la même fluidité finalement et la sécurité également pour les investisseurs. Fluidité et sécurité, absolument, sont les deux grands éléments. Alors Philippe, une question, est-ce que c'est un investissement profitable d'investir aujourd'hui dans des forêts ? Ah, écoutez, je le crois, mais au-delà, vous venez de dire aujourd'hui, mais je pense qu'il faut regarder un peu en arrière. On a quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est qu'au mois de mai-juin dernier, il y a un indice qui a été créé par l'ASFOR notamment, et indice qui a été accepté par tous les acteurs du marché. Et cet indice a regardé les chiffres sur plus de 25 ans, Oui. et on voit que sur plus de 25 ans, la rentabilité de la forêt, et quand je dis rentabilité, c'est la plus-value et effectivement la rentabilité en elle-même, on est à plus de 5% par an sur 25 ans. Ouais. Voilà. Alors l'intérêt, alors ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup, ça dépend à quoi on se réfère, c'est pas mal, mais c'est surtout qu'il y a une très faible volatilité. Excessivement faible. Sur ces 25 ans, il n'y a que 2 ans où cet indice a baissé de façon très très minime, parce que je crois que c'est 1 ou 2% sur 2 années consécutives. Et après, nous avons des chiffres positifs ou une stagnation, mais on se rend compte qu'on fait à peu près le même performance sur le même nombre d'années que le CAC 40, sans la volatilité. Ah bah voilà, ça pourra faire réfléchir à certains. Une question sur justement la matière première, le bois qui est de plus en plus demandé, on le voit un petit peu dans tous les corps de métier. Oui, le bois est très demandé. Alors on pense tout de suite à la tonnellerie par exemple, pour les très jolis bois, mais cette tonnellerie ne représente qu'1 ou 2% du chiffre d'affaires du bois. Il faut quand même savoir, je parlais chiffre d'affaires, c'est 400 000 personnes qui s'occupent de bois en France, donc c'est un secteur d'activité important. Dans la construction notamment. Mais dans la construction, effectivement, vous avez besoin de beaucoup de bois dans la construction, et puis vous avez des nouveaux arrivants qui sont demandeurs. Par exemple, la pétrochimie maintenant a besoin de bois. On retrouve du bois dans le plastique pour éviter de dégager trop de CO2. Ouais, Voilà. il faut dire que le bois, en tout cas, c'est un actif qui grossit naturellement. Finalement, vous remplissez les poches, j'allais dire, voilà, avec la croissance organique. Organique, absolument. Le bois prend, suivant les essences, entre 2 et 6 ou 7% par an. Non pas de valeur, Oui. mais en ce qui concerne son volume. J'ai un de mes collègues qui me disait il y a quelques mois, la forêt, c'est un peu comme un lingot. Mais un lingot, vous l'achetez à un moment, il fait 1 kilo. L'année d'après, il fera toujours 1 kilo. Ouais. Eh bien, dans la forêt, vous achetez quelque chose qui fait X mètres cubes. Et l'année d'après, vous avez X mètres cubes plus 2, 3, 4% suivant les essences. Et même plus, voilà, dans le lingot d'or, on parle souvent de lingot d'or de la pierre pour l'immobilier. Là, on a un lingot, mais en bois, Absolument. et qui grossit naturellement. Mais voilà, on en Absolument. sait un petit peu plus sur cet investissement, donc sur les forêts via ce GFI avec Épicure AM. Merci Philippe Chevrier. Je rappelle que vous êtes donc le président d'Épicure AM et à très bientôt dans la matinale. Avec grand plaisir.